Bienvenue dans Du placard à la planète, l'émission qui change notre regard sur l'industrie textile et explore ensemble des solutions concrètes pour une mode plus responsable, un épisode à la fois. On nous dit que recycler nos vêtements, c'est bien, c'est vrai. Mais voici ce qu'on oublie de nous dire. Moins de 1% des vêtements usagés redeviennent de vraies nouvelles fibres textiles dans le monde. Et 87% des textiles finissent quand même enfouis ou incinérés chaque année. C'est pas de ta faute. C'est la complexité d'un système que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Aujourd'hui, on ne va pas parler de culpabilité, on va parler de clarté. Dans cet épisode, on plonge ensemble dans le recyclage textile, mécanique, chimique et enzymatique. On va démêler ce qui fonctionne vraiment, ce qui est encore une promesse et ce que ça signifie concrètement pour toi dans ton industrie. Je suis Gaétan Demers, chimiste en textile depuis 40 ans et aujourd'hui, on change notre regard. Mais d'abord, avant de débuter ce podcast, j'aimerais que nous prenions quelques secondes simplement pour observer notre esprit. Savoir, est-il plutôt calme? Est-il plutôt agité? Prenons 5 secondes pour l'observer. Recyclage textile. Promesse réelle ou vérité toxique? Ce n'est pas de ta faute, c'est la complexité d'un système que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Aujourd'hui, on ne va pas parler de culpabilité, on va parler de clarté. La différence cruciale entre recycler un vêtement et le transformer en nouveau vêtement. Voici ce que tu vas découvrir dans cet épisode. Pourquoi moins d'1% de textiles mondiaux reviennent vraiment en boucle fermée? Les 3 méthodes de recyclage. Recyclage mécanique, recyclage chimique et recyclage enzymatique. Pourquoi l'élastane, le spandex, le lycra, ces fibres élastiques qu'on appelle et qu'on utilise énormément et qu'on retrouve énormément dans nos textiles, pourquoi l'élastane est le cauchemar de toute l'industrie du recyclage? C'est pas le polyester, c'est pas le nylon. On entend souvent le polyester. Mais ici, dans le mode de recyclage, l'élastane, c'est vraiment le cauchemar de toute l'industrie du recyclage. Ce que cachent certaines allégations de durabilité des grandes marques. On va parler de ça aussi. Et on va parler finalement de la promesse du recyclage enzymatique et pourquoi on n'en est qu'au début. Il y a une distinction fondamentale à établir dès le départ. Il y a 2 notions qui sont souvent confondues dans le recyclage. Un, le recyclage textile et le recyclage textile à textile. C'est 2 notions qu'il faut retenir et comprendre dès le début. Le recyclage textile, c'est la transformation de vêtements ou de textiles post-consommation, mais qui sont transformés en produits, je dirais, un peu dégradés ou de moindre qualité. Par exemple, des chiffons, des isolants, du rembourrage, des géotextiles. C'est la majorité des 13 millions de tonnes recyclées annuellement. Ça, c'est le recyclage textile. Mais il y a aussi le recyclage textile à textile. C'est quoi ça? C'est un vêtement associé, un vêtement usagé qui redevient une nouvelle fibre pour un nouveau vêtement. Donc, autrement dit, ceci est en boucle fermée. Et ça, c'est moins de 1% de la production mondiale de fibres. Donc, on peut voir ici que ce qu'on pense lorsqu'on retourne un vêtement ou lorsqu'un vêtement est recyclé, on pense qu'il est recyclé et qu'il redevient exactement la même chose de l'article du départ. Mais c'est un mythe de penser ça. C'est seulement 1% de la production mondiale de fibres qui revient de textile à textile. Ce qui veut dire, par exemple, les vêtements de pompiers, les vêtements de policiers, d'ambulanciers, où est-ce qu'on demande une certaine performance, c'est moins de 1% qui est retourné en fibre pour redevenir ce type de vêtement. Donc, il y a 99% qui n'est pas retourné de textile à textile, c'est retourné en recyclage textile et ça représente environ 13 millions de tonnes annuellement. Pour vous donner une idée, à savoir, c'est quoi la production mondiale de fibres textiles en général, on parle de 124 à 130 millions de tonnes de fibres textiles qui est fabriquée chaque année mondialement. À partir de là, il y a 92 millions de tonnes environ qui sont générées en déchets.
qui sont retournés en déchets. De ce 92 millions de tonnes, des textiles collectés pour réemploi ou recyclage, on parle entre 14 et 18 tonnes, donc 15 à 20 %. Mais les textiles réels recyclés, toutes filières confondues, on parle de 13 millions de tonnes, donc 87 % qui n'est pas recyclé. OK? Ça veut dire que la balance est complètement envoyée dans les décharges. 87 % est envoyé dans les décharges ou pire, on les brûle et on les transforme en gaz à effet de serre. Comme j'ai mentionné en introduction, il y a 3 principes de recyclage qu'on veut retenir ou qu'on travaille actuellement dans le monde textile. Il y a le recyclage mécanique, il y a le recyclage chimique et le recyclage enzymatique. Le recyclage, le principe numéro 1, la clé numéro 1, c'est le recyclage mécanique. C'est la méthode dominante. On parle à peu près de 95 à 99 % du recyclage textile mondial. C'est environ 12 à 12,8 millions de tonnes par année qui est recyclé mécaniquement. Qu'est-ce que ça veut dire recycler mécaniquement? Ça veut dire qu'on doit trier les vêtements d'abord. Et comme j'ai mentionné dans les podcasts, dans beaucoup de podcasts précédents, lorsqu'il vient le temps de trier, c'est probablement une des tâches les plus ardues et les plus difficiles parce qu'on travaille avec des textiles qui sont en mélange. Donc, c'est très difficile de sélectionner les vêtements, par exemple, qui peuvent être 100% coton, 100% polyester, 100% nylon, c'est très peu, ou lin ou chanvre, ou la laine, parce que à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile à séparer ces fibres une fois qu'ils sont en mélange. Donc, on trie. Ensuite, on doit couper. On doit couper ces vêtements avec des guillotines, tout simplement. Il y a des systèmes qui existent ici en Amérique du Nord. Il y a quelques systèmes au Canada. Il y a quelques systèmes aux États-Unis, en France, qu'est-ce qu'ils font? Ils découpent les vêtements en petits morceaux. Bien entendu, certaines de ces compagnies vont enlever les points durs. Donc, par exemple, les boutons, les fermetures éclairs, les traces, par exemple, même les traces de velcro qui peuvent composer ces vêtements. Donc, ils vont être enlevés et ensuite, ils vont être coupés et déchiquetés. Mais aussi, il y a certaines compagnies qui peuvent directement avoir des équipements qui peuvent enlever ces points durs sans que ce soit fait manuellement et donc, ça devient beaucoup moins cher. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'une fois que c'est déchiqueté, on ouvre les fibres. Autrement dit, on n'utilise aucune chimie. C'est simplement mécanique. Et ces systèmes mécaniques existent depuis toujours dans l'industrie textile. Depuis des centaines d'années, on va déchiqueter les textiles et retourner en fil. Donc, on va faire du recyclage textile, comme je disais, mais pas nécessairement du recyclage textile à textile. Pourquoi? Parce que cette technique a quand même des limites. Parce que la limite principale, c'est que les fibres, lorsqu'elles sont coupées, déchiquetées et ensuite de ça ouvertes, ces fibres raccourcissent. Donc, au lieu de travailler avec des fibres de 60 mm de long, des fibres de 51 ou 38 mm de long, bien, on va facilement les recouper à la moitié. Donc, on se retrouve avec des fibres de plus en plus courtes. Et si les fibres sont de plus en plus courtes, bien, on est incapable de faire un fil ou un textile qui est adéquat et qui va rencontrer les spécifications de force et d'élongation. Autrement dit, on va fabriquer un textile de moindre qualité de plus en plus. Et c'est pourquoi que la plupart de ces fibres qui sont recyclées se retrouvent dans le recyclage textile et non pas dans le recyclage textile à textile. Rappelez-vous que le recyclage textile à textile, c'est moins de 1 % de la production mondiale, simplement à cause que la majorité du recyclage qui est fait sur nos textiles sont du recyclage mécanique. Donc, ça vient affecter la longueur des fibres et vient affecter directement la qualité des produits. Par exemple, le coton recyclé mécaniquement nécessite de 20 à 60 % de coton vierge selon les qualités visées. Autrement dit, lorsqu'on ramène ces fibres recyclées de coton et qu'on veut reconstruire un textile, on veut reconstruire un fil, ben, on doit utiliser de 20 à 60 % de coton vierge. Et ça, c'est si
on n'inclut pas, par exemple, le recyclage textile à textile, ou est-ce qu'on doit refabriquer un textile avec des spécifications, par exemple, des normes de feu, des normes de force, des normes d'élongation particulières, de performance. Ben là, on va se situer beaucoup plus entre 0 à 15 dans le mélange. Donc, on parle de 85 à peu près de fibres vierges. Contrairement au coton, où est-ce que le coton est utilisé beaucoup plus dans des utilisations de mode ou des utilisations un peu plus grossières, fabriquer des fils pour des produits de nettoyage, par exemple des mops ou des chiffons. Et comme je disais depuis le début, l'élastane, même de 2 à 5 dans un textile, ça suffit à tout compliquer. Pourquoi? Parce que c'est une fibre qui étire. Donc, le spandex, la lycra. Et on peut voir qu'on retrouve cette fibre-là dans toutes sortes d'applications maintenant. Pourquoi? Parce que c'est plus confortable à porter. Mais ça nous génère énormément de problèmes lorsqu'il vient le temps de recycler mécaniquement. Parce que cette fibre-là étire, cette fibre-là est élastique. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que la fibre agglomère et ça affecte énormément la qualité du fil une fois réutilisé. Et cette fibre-là est quand même thermoplastique. Donc, ça vient énormément affecter la qualité du fil lorsque les petits résidus d'élastane se retrouvent encore dans le fil. Et c'est difficile à atteindre ou c'est pratiquement impossible à atteindre. Donc, ça crée toutes sortes de petits problèmes d'apparence lorsqu'ils se retrouvent dans le textile. Maintenant, dans le monde, au niveau des références mondiales, qui est les plus, mettons, avancées, on peut dire, dans le monde pour le recyclage mécanique? Bien, on parle énormément de l'Italie. On parle de l'Inde. On parle de l'Italie au niveau de Prato, par exemple, dans la ville de Prato. Il y a énormément d'entreprises qui recyclent et qui sont vraiment reconnues dans le monde, spécialement pour la laine. Il y a aussi en Inde pour le coton, une compagnie dans des coins de ville qu'on appelle Panipa. C'est le coin où est-ce qu'ils sont reconnus pour recycler le coton. Et aussi, il y a Recover en Espagne qui utilise énormément de polyester pour être recyclé mécaniquement. Donc, on peut voir ici, on se rappelle qu'il y a environ 13 millions de tonnes qui est recyclé et il y en a 95 à 99 qui sont recyclés mécaniquement. Ensuite, il y a un deuxième principe de recyclage qu'on appelle le recyclage chimique. C'est la promesse de la boucle fermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prendre un textile, on va ensuite de ça le redissoudre. Peu importe la fibre qui sera utilisée, on va redissoudre avec souvent des solvants. C'est un procédé chimique. On va redissoudre la fibre pour qu'ensuite de ça, on puisse reformer une fibre à partir de cette pâte, on peut dire, de cette dissolution qui a été utilisée. Mais là encore, il y a un certain problème lorsqu'on utilise des textiles qui sont en mélange. Si on a, par exemple, le mélange le plus fréquent, c'est le polyester coton. Mais le polyester est une fibre thermoplastique qui peut se dissoudre avec des solvants et le coton est une fibre naturelle qui est thermoset qu'on appelle, on ne peut pas la dissoudre autrement qu'avec des acides ou des produits très forts. Et là, ça vient à un moment donné créer des problèmes lorsqu'il vient le temps de le recycler chimiquement. Alors, c'est plus pratique d'utiliser des textiles avec une seule fibre. Par exemple, des tissus ou des tricots fabriqués en polyester qu'on puisse ensuite de ça les redissoudre pour retransformer en fibres. Ou des fibres de nylon 6. D'ailleurs, ce sont les fibres recyclées chimiquement qui sont les plus avancées. Le polyester et le nylon, et ça, c'est à l'échelle vraiment industrielle. Mais il y a aussi les fibres cellulosiques, ce qui veut dire les fibres de coton, de viscose, de lyocell, de modal. Ils sont vraiment en forte progression. Et si on se rappelle, si on se réfère au podcast sur la propriété des fibres, le coton, la viscose, le lyocell, le modal, ce sont des fibres artificielles qui sont fabriquées à partir de la pâte de bois. Donc, on peut prendre ces fibres-là, on peut les redissoudre et les retourner en forme de viscose, en forme de lyocell ou en forme de modal. Et
Ce qui veut dire qu'on va prendre un coton, par exemple, un tissu de coton ou un vêtement de coton qu'on va redissoudre et qu'on va retourner en tant que fibre cellulosique artificielle. Donc, on part d'une fibre cellulosique naturelle. À la fin de sa vie, on redissout et on ramène en fibre cellulosique artificielle qu'on transforme en viscose, en lyocell ou en modal. Et il y a certains procédés, je ne ferai pas la description de chacun de ces procédés, mais ces procédés utilisent des solvants, utilisent des acides, et la plupart utilisent un minimum ou rejettent très peu de solvants. Donc, ces solvants sont comme dans une boucle fermée, ce qui veut dire même si ce sont des produits qui sont nocifs, mais au moins on est capable de les recycler, de les retourner, de les réutiliser. Donc, ça fait que ce procédé chimique sur les fibres cellulosiques, ça donne quand même un excellent rendement et ce n'est pas vraiment si dommageable pour l'environnement. Donc, on est vraiment en boucle en recyclant ces solvants. Et cette fibre-là, ces fibres cellulosiques sont vraiment en forte progression. Il reste un mur encore, les fameuses fibres d'élastane. Ce sont des polyuréthanes, comme j'ai dit, et ils sont très difficilement dépolymérisables. OK, qu'est-ce qu'on veut dire par dépolymériser? La chaîne, un polymère, c'est une chaîne, une longue chaîne, un peu comme un collier de perles. Un collier de perles, c'est une longue chaîne de perles. Chacune des perles est une partie de ce polymère qu'on appelle un monomère. Et quand les deux monomères sont rassemblés ensemble, bien, ça forme une paire de monomères. Et ensuite, on rajoute un autre monomère et un autre monomère. C'est ce qu'on appelle un polymère. Et qu'est-ce qu'on vient faire avec le recyclage chimique? C'est qu'on vient en partie dépolymériser ces perles, autrement dit, ces petits monomères. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient comme séparer les perles. C'est pareil comme si on avait des perles individuelles. Et là, on peut reprendre la réaction chimique et là, former par exemple un polyester, qui est la réunion d'un diol, d'un alcool bifonctionnel avec un acide bifonctionnel. Et là, on va créer un lien entre les deux qu'on appelle un lien polyester. Et c'est ce qu'on appelle communément un polyester, ce polymère qui est une liaison entre un acide et un alcool. Donc, on vient décomposer ça et ensuite de ça, on peut le recycler et le retourner en fibre de polyester, par exemple. Des auteurs clés dans ce secteur, on parle de SICK, on parle d'Infinite Fiber, on parle de Avenue, on parle de RenewCell en cellulose, on parle de Lenzing Fiber, on parle de Eastman, on parle de Loop Industries, Aquafil, qui est le fameux fil EcoNil. Donc, on peut voir qu'il y a des noms de compagnies qui sont reconnues mondialement pour recycler chimiquement ce genre de fibres. Donc, les fibres de polyester, de nylon 6 et les fibres de cellulose régénérée artificielle qui sont très populaires dans cette catégorie. Le défi majeur du recyclage chimique, c'est le coût élevé que les matières, surtout quand le prix du pétrole est bas. Plus le prix du pétrole est bas, ben, ça crée de la pression sur le recyclage chimique parce qu'à ce moment-là, le recyclage chimique coûte plus cher que de la fibre vierge. Donc, on doit, dans notre nouveau monde économique, de repenser un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'on puisse réutiliser un certain pourcentage de fibres recyclées chimiquement. Du côté du filage, les fibres recyclées chimiquement sont probablement la solution la plus propice parce qu'on est en mesure de retrouver une fibre vierge qui a été recyclée chimiquement et qui a les mêmes comportements avec la bonne longueur, avec le bon crim qu'on appelle, et qui sera en mesure de se comporter un peu comme de la fibre vierge, mais cette fibre-là sera entièrement recyclée. Donc, pour les filateurs, c'est vraiment la façon la plus actuellement, au moment où on se parle, c'est la façon sans doute la plus propice pour reproduire un produit de performance. Autrement dit, de retourner dans le fameux 1% qu'on parlait là, de recyclage textile à textile. Partir d'un vêtement et retourner au même vêtement. Donc, c'est la façon probablement la plus adéquate pour remplir ce type de cahier de charge. Maintenant, on a un troisième principe qu'on appelle le recyclage enzymatique. Le recyclage enzymatique,
c'est vraiment une façon, une très belle promesse. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques. Au lieu d'utiliser des solvants, au lieu d'utiliser des acides ou des bases, c'est une branche du recyclage chimique. Mais c'est celui qui peut aller travailler une matière d'une façon chirurgicale, qui est en mesure de prendre le fameux polymère qu'on s'est parlé un peu plus tôt et de venir attaquer directement le fameux lien qu'on appelle le fameux lien, par exemple, polyester, polyamide, acrylique, la fameuse acrylonitrile de l'acrylique, qui va venir attaquer directement ces liens chimiques et exclusivement ces liens chimiques. Ce qui veut dire que ça va amener une dépolymérisation très efficace de la fibre ou du polymère. Par contre, ce type de procédé est très coûteux et c'est coûteux et ça prend du temps. OK? Donc, pour donner une image simple, le polyester, c'est comme un collier, c'est ça que je donnais, le millier de perles. L'enzyme agit comme des ciseaux moléculaires pour récupérer chaque perle intacte, d'une façon intacte. Donc, on obtient 2 monomères d'origine, dans ce cas-ci, l'acide tériphthalique et monoéthylglycol, qu'on peut repolymériser ensuite, identique à la fibre vierge. Donc, ça donne, l'avantage, c'est que ça donne une grande pureté. Le recyclage est théoriquement infini. Ça veut dire qu'on peut ramener cette fibre de polyester et on peut la dépolymériser et la repolymériser plus tard pour refaire une fibre vierge. Donc, c'est pourquoi il faut penser les fibres chimiques, telles le polyester, le nylon 6, ce ne sont pas nécessairement des fibres qui sont mauvaises. C'est juste qu'on doit trouver la bonne façon de les utiliser et de les réutiliser. Et nous, en tant que consommateurs, on doit prendre conscience que lorsqu'on achète un vêtement et que c'est en mélange de fibres, tout de suite, il faut se dire, théoriquement, ça va créer des problèmes lors du recyclage. Et ce n'est pas de la faute des consommateurs. C'est simplement que l'ensemble des entreprises ne voient pas nécessairement, dans le développement de leurs produits, n'envisagent pas nécessairement ce qu'on appelle l'éco-conception. Ce qui veut dire de partir à partir de la fibre, puis de penser tout de suite, une fois que le vêtement sera rendu en fin de vie, qu'est-ce que je vais faire avec ce vêtement? Donc, on doit, avec le temps, et ce sera les législations, ce seront les lois, ce seront les règles que les gouvernements mettront en place qui viendront obliger les entreprises d'une façon consciente de fabriquer des textiles qui seront en mesure d'être réutilisés d'une façon consciente, soit recyclés mécaniquement, soit recyclés chimiquement, ou soit recyclés d'une façon enzymatique. Il faut absolument consolider l'ensemble de la chaîne de valeur pour qu'on puisse faire quelque chose qui a du sens. Bien entendu, la chaîne de valeur textile étant très large, ça devient extrêmement difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui sont impliqués mondialement. Donc, ça devient difficile à essayer de consolider toutes, en fait, ces connaissances et cette prise de conscience, mais on n'aura pas le choix, éventuellement, de faire en sorte que tous les silos qui sont impliqués dans la fabrication d'un vêtement, qu'on puisse travailler ensemble pour justement améliorer le cahier des charges et s'assurer que le produit sera éventuellement recyclable. Dans le monde actuellement, il y a eu une usine de pré-traitement enzymatique pour le polyester qui a traité environ 50 000 tonnes de déchets de polyester par année. Et cette usine est Carbios. Et cette usine a dû peut-être même, je pense, déposer son bilan tellement que c'était un produit dispendieux. Mais ce qui est très difficile et ce qui rend le produit difficile à recycler, comme je disais, c'est la pression, la baisse, par exemple, sur les produits pétroliers. Plus que les produits pétroliers seront bas, plus difficiles seront les méthodes à être développées pour soit le développement enzymatique ou le développement chimique. Aussi, lorsqu'on est consommateur, il faut penser, lorsqu'on achète un vêtement, est-ce qu'il est en mélange de fibres? Si c'est en mélange de fibres, automatiquement, ça va nous donner une idée de la difficulté que ces vêtements poseront en fin de vie pour les recycleurs, que ce soit du recyclage mécanique, chimique ou enzymatique. Plus qu'on a de mélange de fibres, pire que c'est. C'est exactement la chose qu'il faut se rappeler
et que nous, en tant que consommateurs, la seule chose qu'on peut faire, ben, c'est de regarder, d'acheter des vêtements, qu'on a besoin, mieux acheter, bien entendu, mieux entretenir, et finalement, lorsqu'il vient le temps de disposer, ben, lorsque on aura un vêtement qui sera mieux fabriqué, plus éco-responsable, plus éco-conçu, ben, à ce moment-là, ça sera plus facile pour nous, le consommateur, de disposer de notre vêtement. Mais tout ça part d'une conscientisation, bien entendu, du consommateur, de la consommatrice, mais aussi de l'ensemble de l'industrie textile. Autant les fabricants de fibres que les fabricants de textiles, que les recycleurs. On doit consolider notre façon de penser, notre façon de faire. Et c'est une des raisons de ce podcast, c'est pour ouvrir cette conscience, d'augmenter cette lucidité, on peut dire, pour déplacer en fait nos problèmes de l'éco-anxiété à l'éco-lucidité. Donc, c'est un nouveau terme qu'on devra utiliser parce que toutes ces connaissances, ces reconnaissances ou ces prises de conscience qu'on fait doivent avoir un impact sur notre façon de faire. Et si on ne fait pas chacun de nous dans notre partie, qu'on soit fabricant de textile ou un recycleur ou un fabricant de fibres, et si on ne fait pas nous, notre propre analyse et nos propres efforts dans chacun de nos silos, bien, ça sera très difficile de tout consolider ça dans un même endroit. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, les risques sont à nommer dans ces 3 types de recyclage. C'est l'éco-blanchiment involontaire. Les fibres recyclées post-consommation peuvent contenir des colorants, des apprêts, des détergents, des retardeurs de flamme, des microplastiques. Les polyesters recyclés post-consommation peuvent contenir plus de contaminants que celui issu de bouteilles, par exemple. Hein, on voit qu'il y a des bouteilles qui sont fabriquées en plastique de polyester. Ben, on va placer un liquide quelconque, de l'eau ou des produits à base d'eau. Donc, ça devient beaucoup plus facile pour être recyclé ensuite de ça en nouvelles fibres. Cependant, lorsqu'on parle de textiles recyclés, de fibres recyclées post-consommation, bien, à l'intérieur de ces textiles, ce n'est pas un beau plastique clair qu'on a utilisé comme une bouteille. Ces plastiques ou ces textiles comportent des colorants, des apprêts, des détergents, des retardeurs de flamme, des microplastiques. Donc, on doit purifier ces choses. Donc, ça devient extrêmement difficile lors du recyclage. Il y a eu des études qui ont été menées chez H&M et chez IKEA et on peut voir des lacunes documentées dans la déclaration des substances chimiques. Encore là, ça devient extrêmement difficile à faire, mais il reste qu'on est rendu au point où est-ce qu'on devra le faire. Et c'est peut-être que ça va mettre justement des pressions à essayer de mieux éco-concevoir du début pour justement éliminer tous ces risques de produits secondaires qui peuvent se retrouver dans les textiles, qui vont venir compliquer la vie du recycleur et qui vont venir compliquer, on peut dire, la nomenclature pour dénommer un produit qui n'est pas éco-blanchi, autrement dit, qui est vraiment biologique, hein, quand on achète du coton biologique. Qu'est-ce qui vient nous dire que le coton est biologique? Bien, c'est nommé des normes, des nomenclatures précises. Ici, si les normes, les nomenclatures sont imprécises, bien, ça vient encourager l'éco-blanchiment, même si aujourd'hui, il y a des lois qui protègent les consommateurs de cet éco-blanchiment. Il y a une loi ici au Québec qu'on appelle, je crois, la loi 59, qui vient protéger les consommateurs pour éviter le greenwashing qu'on appelle. Donc, selon les protocoles normalisés de tests, certaines allégations de durabilité reposent sur des bases scientifiques fragiles. C'est encore très fragile à savoir comment on peut maintenir cette nomenclature d'un produit recyclé. Est-ce qui est vraiment recyclé chimiquement, mécaniquement ou d'une façon enzymatique? Donc, il faut absolument légiférer sur ces nouvelles façons, étant donné que maintenant c'est mondial, ce n'est plus uniquement local. On doit absolument légiférer sur ces normes et pour justement s'assurer de pas de créer d'éco-blanchiment. Alors, les chiffres à garder sous la main. On dit que 124 à 130 millions de tonnes de fibres textiles sont produites par année dans le monde. 92 millions de tonnes de déchets textiles générés chaque année. Il y a 13 millions de tonnes recyclées.
Donc, ça veut dire qu'il y a 87 % de textiles qui finissent à l'enfouissement ou incinérés. Il y a moins de 1 million de tonnes recyclées de fibres chimiques ou naturelles qui sont de qualité comparable. On recycle d'une façon enzymatique seulement quelques dizaines de milliers de tonnes par année seulement, mais le recyclage enzymatique, c'est un recyclage qui semble avoir énormément de potentiel, mais toujours à faire attention au niveau du coût et au niveau de la contamination des textiles. Donc, si cet épisode a soulevé des questions que tu n'arrives pas à résoudre seul, écris-moi directement sur duplacard@gmail.com. Je lis chaque message personnellement et je te réponds. Parce que le recyclage textile, c'est complexe et chaque entreprise a ses propres défis, ses propres matières, ses propres contraintes. Ensemble, on regarde ce que ça signifie concrètement pour toi et c'est là que la vraie conversation commencera. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre podcast. Prenons quelques secondes pour observer notre esprit avec la détermination de mettre en pratique immédiatement ce qui nous a le plus touchés. Voilà, le recyclage textile, c'est complexe, mais ce n'est pas insurmontable. Ce qu'on retient aujourd'hui, recycler, c'est bien, mais comprendre comment et pourquoi, c'est encore mieux. Moins de 1% des vêtements usagés redeviennent de nouvelles fibres. Ce chiffre, garde-le bien en tête. Pas pour te décourager, mais pour orienter tes décisions avec lucidité. Si cet épisode a soulevé des questionnements que tu n'arrives pas à résoudre seul, écris-moi directement à duplacard@gmail.com. Je lis chaque message personnellement et je te réponds. La semaine prochaine, on continue d'explorer ensemble parce que sans inconfort, il n'y a pas de transformation. Et la semaine prochaine, je te fais rencontrer quelqu'un qui a décidé d'agir concrètement. Une propriétaire de friperie qui a choisi de donner une deuxième vie aux vêtements, pas par idéalisme, mais par conviction profonde. Son histoire va te surprendre. Reste avec moi.